tienne, Sophie. Ça y est, on nous met la lumière. C'est le top départ. Bonjour à toutes et tous. C'est bon de voir ce théâtre avec du monde dedans, parce que je me souviens de l'année de confinement où on était sur ce théâtre face caméra, à faire semblant que vous étiez là. C'était plus difficile. Là, je vous sens attentif et c'est quand même beaucoup plus agréable. À la limite du jeu, vaste programme du jeu JE, à l'épreuve du deuil et de la réminiscence, de l'approche de la mort ou du dédoublement, voire du triplement, le personnage romanesque joue avec lui-même et avec le lecteur. Et je peux vous dire qu'effectivement, ces trois primo-romanciers et romancières-là jouent avec le lecteur, jouent avec le langage. Benjamin Planchon, oui. Bonjour. Bonjour. Par ordre... Je vous fais par ordre alphabétique. Donc, monsieur d'abord, mais c'est exceptionnel. Céline Rigui, bonjour. Bonjour. Et Laura Tinard, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter rapidement Benjamin Planchon. C'est votre premier roman après un recueil de textes aux éditions Antidata qui s'appelle Capsule, aux belles éditions Antidata qui publient des nouvelles, les fous. Le domaine des douves, paru chez Mialet Barreau. Un narrateur qui dit « je », Clovis Cardinaux, peintre copiste et restaurateur de tableaux, qui vit dans le présent, qui revendique de vivre dans le présent et va se retrouver à remonter le fil du passé, le fil de la mémoire, le fil de la fantaisie familiale ou du cauchemar familial. On va voir. J'en dis pas plus pour le moment. Céline Rigui, votre narrateur Fernand ne dit pas je. Berline, paru aux éditions du Sonneur, est à la troisième personne du singulier, mais on est dans sa tête, dans son corps. On est enfermé avec lui, coincé au fond de la mine, avec ses souvenirs qui se libèrent. Là aussi, il sera question de passé et de mémoire. Laura Tinard, Pamela, Gloria Hetzig, bonjour. Bonjour. Je parlais de dédoublement ou de détriplement dans la petite phrase d'introduction. Laura, vous êtes artiste, performeuse et vidéaste. Vous faites des performances littéraires aussi sur scène avec ce texte. Vous avez une formation à la fois de littérature et dans une école des beaux-arts, dans une école d'art à Bruxelles. J'ai perdu mon roman, c'est le titre, est paru au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur nom de collection pour faire paraître ce roman Fiction et compagnie. C'est exactement ça. Oui, il est bien tombé. C'est un vortex de fiction, votre livre. C'est Pamela, votre narratrice, qui elle dit « je », là pour le coup, qui écrit un roman dont le personnage est Gloria, qui s'est elle-même fait voler son propre roman. Pamela aussi va peut-être se le faire voler, 2 fois même, une fois en le mettant en partage sur le net, et une deuxième fois par une certaine Laura Tinard, autre personnage du roman. Là non plus, je n'en dis pas plus. Je vous avoue que ces textes sont, alors dire réjouissants, le vôtre l'est peut-être un peu moins dit comme je l'ai présenté, mais il y a la lumière, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse. 3 romans d'introspection, en tout cas, ça c'est certain, de jeux de miroir, et on va le voir. Benjamin, Clovis, je le disais, il revendique de vivre pour le présent, il dit que son passé est derrière de façon assez tranchante, et en fait non. Il se fait rattraper un peu comme tout le monde et il essayait de vivre sans, comme on peut souvent le faire, hein, moi le premier, de vivre sans ruminer, de vivre sans se référer en permanence à son passé.
Mais le passé ne se laisse pas faire et finit par le rattraper par le bout du pied. Et effectivement, il se trouve propulsé à nouveau dans les eaux de son enfance. Est-ce que par principe, la mémoire est une fiction ? Ça serait peut-être trop général de dire ça. En tout cas, on y trouve un ensemble de reconstructions, un ensemble de pièces, et le puzzle qu'on se fait a parfois un visage un petit peu différent de ce qu'on a vraiment vécu. Voilà, il suffit de comparer deux visions d'un même événement pour se rendre compte que, en tout cas, le point de vue il tient une telle place dans la mémoire qu'on aura du mal à la trouver complètement objective. Et pour un écrivain, travailler sur la mémoire d'un personnage fictif, là déjà on rentre dans une espèce de mise en abîme de toute façon. Oui, on travaille sur une mise en abîme, et d'autant plus que le personnage, donc il est restaurateur de tableaux, donc il essaye de redonner aux tableaux sur lesquels il travaille la vivacité qu'ils ont pu avoir. Donc il essaye de corriger l'effet du temps sur les tableaux et de se rapprocher de ce que le tableau est initialement, comme l'écrivain peut essayer ou n'importe qui d'ailleurs, mais comme on peut essayer de se recomposer l'image de son enfance, de son passé, pas forcément son enfance, la plus juste possible, la plus près de ce que ça a été. Et on échoue toujours un peu, mais on peut y essayer. Céline Rigui, au sujet de la mémoire, c'est comme une envie de pisser, il faut que ça se soulage. Sinon, ça imbibe comme une éponge et pèse aussi lourd que du caillou. Et on n'en finirait plus de se sentir écrasé sous les souvenirs. La souffrance chez les hommes vient peut-être de là, d'un trop-plein de mémoire. La mémoire, c'est effectivement une matière pour vous dans ce roman, et la mémoire de cet homme-là en particulier. Oui, c'est une matière, et une matière qui est un petit peu plastique, dans le sens où c'est difficile d'accéder à ces souvenirs. Et là, pour Fernand, c'est très brutal. C'est une mémoire brutale qui lui tombe dessus sous forme de bloc, de façon complètement anarchique. Il y a eu cet effondrement dans la mine, donc il s'est déjà pris du minerai sur la tête, mais là, il se prend en plus ses souvenirs. Et donc, c'est une mémoire qui est fragmentée, qui est éclatée, et qui est faite, comme la mémoire de chacun, je suppose, de bonnes pommes et de pommes pourries, c'est-à-dire de bons souvenirs et de mauvais souvenirs. Pourquoi avoir pris le parti pris ? Je disais que le livre de Benjamin était à la première personne du singulier, son narrateur dit « je », Pamela dit « je » dans le livre de Laura. Pourquoi vous avez pris le parti pris de... En même temps, on est dans sa tête, c'est quand même lui qui parle, et il n'y a pas cette première personne du singulier. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je me suis aperçue, en écrivant, que le « il » que j'ai choisi, c'était pas le « il » de la troisième personne stricto sensu, c'est un « il » qui est hybride, justement, entre un « je » et un narrateur omniscient. Voilà, je joue vraiment, je suis à la lisière, je m'amuse avec ce pronom. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis, la deuxième raison, c'est que mon personnage, Fernand, je deviens un autre. Il devient un autre. Je pense un peu à la phrase de Rimbaud, mais ce je devient un autre. Donc, je ne pouvais pas le laisser au je, parce qu'il y a cette transformation qui opère sous la berline, cette révolte qui se fait à l'intérieur du personnage. On va y revenir, et là vous me trouvez une liaison tellement évidente pour me tourner vers Laura Tinard. Je deviens un autre. Laura, je l'ai dit, triplement du personnage féminin. Laura Tinard, qui est une écrivaine qui arrive, qui parcourt le livre et puis qu'on retrouve vraiment à la fin, ressemble au personnage du roman de Pamela. Physiquement, il ressemble à Gloria Hatzig, qui elle-même ressemblerait un peu à Pamela. C'est Pamela qui dit « je est un autre ». Je est un autre. En même temps, je pense que Laura, Gloria et Pamela sont toutes les trois en effet collées les unes aux autres.
vous êtes beaucoup amusé avec ce triplement de personnalité. J'avais envie de dire, j'ai entendu des interviews de vous où vous jouez le jeu jusqu'au bout, puisque vous imaginez dans le roman que Pamela vous confie finalement la rédaction du roman. Et donc, que j'ai entendu 2 interviews où vous êtes la représentante de Pamela. Ça va avec le travail finalement, le travail littéraire, il va complètement avec le travail d'artiste et de performeuse sur ce projet-là, en tout cas. Oui, tout à fait. Je ne voyais pas comment je pouvais échapper à ça, en réalité, en écrivant un tel roman. Et c'est vrai que Pamela, ayant beaucoup d'ennuis, puisqu'elle se fait harceler et menacer de mort, je ne pouvais être que la couverture médiatique de Pamela, pour la protéger donc de ces tailleurs, de ces assassins. Oui, parce que quand elle met son roman sur ce site participatif, des dizaines, voire des centaines d'écrivains viennent retravailler le texte. C'est pas un texte qui se suit, on s'arrête et puis l'autre prend la suite. Non, là, c'est tout le monde retravaille tout le temps. C'est vraiment la matière littéraire en gestation permanente, en retravail permanent. Et ça, je trouve, c'est une métaphore magnifique du travail d'écrivain. Sauf que là, c'est collectif. Et finalement, elle se rend compte qu'ils sont peut-être en train de vouloir l'assassiner pour s'accaparer son texte. Oui, en fait, Pamela s'identifie à Gloria Heitzik à tel point qu'elle pense qu'on va s'en prendre à elle, qu'on va l'assassiner. Donc elle préfère abandonner son roman, le fuir, pour fuir aussi ses co-auteurs de l'ombre qui sont apparemment malveillants. Benjamin et Céline, ce texte comme matière vivante qui bouge en permanence, c'est quelque chose que vous avez éprouvé à l'écriture de vos premiers romans, à l'un comme à l'autre. Vous la sentez vraiment vivante, cette matière-là ? Oui, parce que le fait j'allais dire de rentrer dans la peau d'un personnage, mais c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, moi, avec cette histoire de Fernand. Le fait que le personnage parle à travers moi, parce que j'ai vraiment eu cette sensation, c'était assez étrange, comme un acteur peut être habité par son rôle. J'avais le sentiment aussi de vivre ces espèces de chutes de blocs, finalement. Donc, oui, il y a une forme de vie là-dedans, une forme de vie, ouais. Et oui, je pourrais dire à peu près pareil, que dans le sens où plutôt une forme de vraiment de prolifération ou de grouillement qui est dans l'écriture que j'ai vraiment éprouvé, où dès que je me remettais à écrire, fait que je me mette à disposition quelque part d'images, de sensations et vraiment une sensation de vie, en tout cas. Une vie serait prétentieux, mais d'avoir en tout cas l'impression que ça marche quand on a l'impression que ça vit, quoi. Parce que c'est là où on a une petite victoire, c'est quand on arrache un peu de vie à quelques mots. C'est très foisonnant, votre texte. Il y a un côté magique. Enfin, ça démarre, on a l'impression que tout va être tout à fait normal, si on peut donner une définition au mot normal, qui finalement est d'un triste total. Et puis ça se barre, on peut le dire. Ça devient un conte. On n'est pas loin du fantastique à certains moments. Et puis surtout, moi c'est l'impression que ça m'a donné, alors parce que j'ai dit le héros est restaurateur de tableaux et au début il est sur une esquisse de Jérôme, il est en train de restaurer un dessin ou une esquisse de Jérôme Bosch, et effectivement on a l'impression, vous savez, cette envie qu'on a souvent de rentrer dans un tableau et puis d'y marcher à l'intérieur et puis de pouvoir toucher les personnages, les paysages, et c'est exactement ça votre livre. Vous en avez eu, c'était vraiment le but. Et est-ce que arriver à ça, parce que entre but et réussir, ça vous a demandé moi je me dis que ça a été un travail de dingue, parce qu'en plus il fallait la maîtriser, cette folie-là. Ça s'est pas vraiment fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'avais pas l'idée d'essayer de faire rentrer dans un tableau, dans un univers, mais c'est plus
je me suis fait un peu moi piéger par un univers qui arrivait au fil de l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, vous disiez, ça commence d'une manière assez réaliste et tout à coup, à un certain moment du livre, il y a un policier qui se présente et en écrivant, je l'ai ajouté 2 grands cerfs blancs qui encadraient la voiture du policier. Et à partir de ce moment-là, les choses ne pouvaient plus vraiment être les mêmes. Et donc j'ai suivi les cerfs blancs, voilà, un petit peu comme Alice son lapin. Et donc j'ai été propulsé dans cet univers. Alors est-ce que ça, je sais pas, c'était pas tant du travail que un petit peu un lâcher prise. Et puis, enfin, voilà, c'est une expérience toute faite, mais en tout cas de se laisser envahir par son imagination. Je parlais de l'autre côté du miroir dans l'introduction. Enfin, il y a vraiment un effet Alice aussi. Enfin, on passe de la réalité à ce monde magique avec des arbres à viande, des choses qui s'arrêtent dans l'espace-temps, une famille où ils sont tous plus givrés les uns que les autres, un élevage de tiques laitières. Enfin, Tout est vrai. Bien sûr. Mais oui, et j'ai découvert moi en fait de l'autre côté du miroir. Je l'ai pas lu enfant du tout. J'ai lu il y a quelques années et j'ai été vraiment très impressionné. Alors il y avait toutes les images qu'on connaissait, notamment par Disney, tout ça, mais la puissance est vraiment incroyable et c'est très très sombre et très morbide cet univers-là et j'ai bien aimé. C'est drôle, mais c'est sombre et morbide aussi chez vous, hein. Oui, c'est vrai que... C'est pas reproche, hein. Non, pas du tout. ça me va bien. Mais... Sombre et morbide, ouais, il y a de ça. J'essaie que ça soit rigolo en même temps. Et sombre et morbide, les 3 ensemble, c'est un bon ménage, je trouve. Un bon attelage. Laura, j'ai effleuré le sujet de l'écriture collective. Est-ce que déjà, c'est une perte d'identité d'écrire collectivement ou pour vous, non? Est-ce que c'est quelque chose que vous tenteriez éventuellement? Et puis, j'aimerais bien qu'on parle du verbe toyer. Donc pour la perte d'identité au sein d'une écriture collective, oui, je pense que c'est inévitable puisque finalement, sur ce document partagé où les auteurs coécrivent ensemble, ils se permettent donc de s'effacer, de se réécrire par-dessus. Et donc c'est là que vient le verbe toyer, qui est un terme qu'on utilise dans le milieu du graffiti pour signifier justement lorsque la signature de quelqu'un qui vient de graffer sur un mur est recouverte par un autre. Donc c'est toyer quelqu'un. Et c'est ce qui se passe donc, sur ce document partagé. Finalement, il ne se toille pas dans des maisons vides, abandonnées, ni dans des gares de train. C'est vraiment sur Internet que ça se passe avec la touche delete. Et donc Pamela est spectatrice de ça. Ils sont les uns les autres spectateurs de ça, de cette fiction qui se réécrit en permanence. Donc Pamela en est accro et elle perd aussi finalement, je pense, tout comme dans le squat dans lequel elle vit à Bruxelles, son identité quelque part, parce que les gens viennent dans sa chambre, dorment dans son lit, lui prennent ses vêtements. Et c'est finalement ce mouvement constant qu'on observe dans le squat qui est aussi ce qui se passe dans le document partagé. Et donc oui, je pense que ça peut être très dangereux et que finalement Pamela se perd là-dedans, finalement, dans cette collectivité de on va créer des choses ensemble, on va faire de l'art ensemble, on va vivre ensemble. En fait, l'ensemble est aussi destructeur. Vous l'avez vécu, vous, cette expérience de l'art du squat à Bruxelles, oui, dans les anciennes brasseries Atlas? Atlas, oui. Oui. Oui, j'ai vécu ça. Le rêve un peu de la factory à Bruxelles. Et est-ce que le fait finalement d'écrire ce roman, et là je vais essayer de ne pas vous laisser vous échapper, c'était une façon, après cette expérience collective d'artistes à Bruxelles, une façon de vous réapproprier un truc à vous? Oui, je pense que c'était nécessaire d'avoir une œuvre sur laquelle il y avait simplement mon nom, quelque chose qui m'appartient. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose que j'ai actuellement, parce que je n'ai pas de logement, je n'ai pas d'appartement.
Et je cherche un appartement à Paris si jamais quelqu'un a quelque chose pour moi. Vous pouvez venir me parler à la fin. Dans votre bio, c'est écrit que vous vivez sur les yachts, tout ça. Enfin, Oui, c'est vrai, je fais... c'est ce qu'on me propose, j'y vais, quoi. il y a une folie aussi dans votre texte, c'est foisonnant comme chez Benjamin. Chez vous, Céline, c'est plus minéral, enfin, on peut le dire, hein, et pour cause. Mais il y a quand même un petit côté fantastique, ou du moins métaphorique, d'un oiseau noir, d'une voix d'oiseau qui lui résonne à l'oreille quand il est au fond de la mine. Vous écrivez qu'ils sont deux, mais qu'ils ne font qu'un. Oui. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est que cette voix. Est-ce que c'est la voix de la conscience ? Alors, c'est pas vraiment la voix de la conscience, parce que pour moi, la voix de la conscience, ce serait quelque chose d'assez neutre, en fait. Mais là, c'est vraiment cet oiseau noir, c'est la matérialisation des pensées sombres de Fernand, des pensées sombres qu'on peut tous avoir dans nos têtes. C'est le côté obscur de la force, en fait. C'est le petit Dark Vador intérieur qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, d'ailleurs, cet oiseau, lorsqu'il s'adresse à Fernand, c'est surtout pour le dénigrer ou pour lui dire des mauvaises choses, pour l'inquiéter. Et Fernand va se révolter contre cette part de lui-même, en fait, pour justement retrouver la lumière, et en étant très affirmé. Au départ, c'est « tais-toi ». Et puis, à un moment donné, ça va être « ta gueule, l'oiseau », quoi, vraiment. Donc, l'oiseau noir, dans Berline, c'est vraiment ça. C'est une représentation de cette petite voix, parfois, qu'on peut avoir dans nos têtes. Cette voix qui nous susurre des choses telles que « tu n'y arriveras pas »,« tu n'es pas capable »,« ce n'est pas possible »,« tu ne seras pas à la hauteur ». Voilà, c'est ça. Et cette voix-là qu'il a écoutée tant qu'il était à la surface, et là, sous la terre, dans le noir, il va se réveiller, se révolter contre cette part de lui-même qui l'a empêché finalement d'oser être qui il avait envie d'être. Céline a dit inquiétude. Je trouve que c'est peut-être un des mots que vous avez en commun tous les trois dans vos textes. Alors lui, il va se révolter contre, mais finalement, Benjamin et Laura, et Céline avec l'enfermement, c'est claustro la mine. Vous jouez vous jouez beaucoup sur les peurs du lecteur et aussi les peurs enfantines, enfin les peurs de cinéma. Vous faites allusion à Scream, que je ne verrai jamais personnellement, ça me fait flipper ce genre de truc. Ça vous amuse est-ce que vous pensez justement au lecteur quand vous écrivez en vous disant attends-toi Coco, je vais jouer un peu avec tes peurs et puis tu vas retrouver des trucs d'enfance, tu vas aller te planquer sous la couette, quoi. Pas exactement, mais peut-être peut-être un peu quand même. En tout cas, moi je jouerais presque plus avec la surprise qu'avec la peur. J'aime bien un petit peu désarçonner avec un adjectif, avec un mot, avec un lieu. Mais et les peurs, oui, c'est vrai qu'elles se. Moi, j'utilise beaucoup des choses organiques, des choses. Comme je disais tout à l'heure, ça grouille et effectivement. On peut vite être dans l'effrayant quand on est dans ce qui se voit, tout ce qui est un petit peu dégueu. Et après, c'est pas un projet de faire peur. Et je pense pas que ça fasse vraiment peur, mais c'est presque plus la perte de repères qui peut induire la peur et le fait de pas connaître les règles du monde dans lequel on se trouve en tant que lecteur, qui peut introduire une inquiétude et quelque chose d'assez familier. J'essaie que ça soit toujours très concret et qu'il y ait quelque chose qui ne le soit pas et qu'on sorte de cet endroit, de cette familiarité. C'est pas pour reprendre le truc de Freud sur l'inquiétante étrangeté, mais il y a de ça en tout cas. Est-ce que vous nous diriez un petit bout qu'on entende le texte justement, on avait parlé plusieurs fois du mot foisonnant. Alors, il y a des pages cornées, il y a des machins. J'écris dedans. Non, je voulais choisir.
Et puis je suis en train de me dire que maintenant que je vous fais lire un extrait, je vais faire lire un extrait à Laura et Céline. Donc je prends ce risque de vous faire improviser tous les trois. Réfléchissez. J'ai pas tellement réfléchi moi, donc je lis le tout début et puis je sais pas si ça reflètera vraiment, mais peu importe. Je ne repense jamais à mon enfance. Je n'en rêve pas et ne ressens pas le besoin d'en parler. Ce n'est pas que je sois plus insensible qu'un autre, ni plus amnésique. En faisant quelques efforts, je peux même me souvenir de détails précis, l'inflexion d'une voix, des boucles rousses roulant dans une nuque, le parfum putréfié d'un marécage ou la lumière sèche éclaboussant un matin de douleur. Ma mémoire n'a rien effacé. Simplement, ça ne m'intéresse plus. Mon passé est derrière. Je suis relié à lui, mais la corde a suffisamment de mou pour ne pas me retenir. Lorsque l'on me questionne, j'esquive, je change de sujet. Je n'aime pas ressasser. Certains de mes amis s'inquiètent pour moi. Ils adorent imaginer que je couve une abominable dépression. On ne peut pas être à ce point détaché de sa propre histoire. Ils pensent que je fuis quelque chose, mais en toute honnêteté, ils se trompent. Et j'ai l'impression que l'on vit très bien, mieux peut-être, en n'étant pas trop près de soi. Mon enfance, ce continent étrange et inquiétant, est à sa place, enfoui dans les bas-fonds, muette entre les algues. Parfait. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Merci. Laura, l'inquiétude, le jeu avec la peur, avec les propres peurs des personnages, vos peurs, les peurs du lecteur, à qui vous pensez en premier? À vos propres peurs, à vous? C'est ça le point de départ? Oui, là, le point de départ, c'était les peurs de Pamela, du moins. Je pense que c'est plutôt que l'inquiétude, c'est vraiment une profonde angoisse. Certains lecteurs y voient beaucoup de paranoïa aussi chez elle. C'est quelque chose qui, ponctue le texte. Il y a plusieurs motifs, en effet, Scream, qui reviennent, cette peur de voir apparaître quelqu'un avec un poignard. Donc elle a aussi un imaginaire assez américain, quoi, perverti par l'horreur d'Hollywood. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fuit vraiment, Pamela? Je pense qu'elle fuit... parce que finalement, c'est vrai que ses co-auteurs, c'est une présence virtuelle, donc on peut penser que c'est complètement absurde que dans la vraie vie, elle pense qu'on va la retrouver physiquement et porter atteinte à sa vie. Mais je pense que c'est vraiment ces présences-là elle a l'impression constamment d'être suivie, de devoir d'être intraçable, en fait, de changer d'endroit. C'est d'ailleurs la troisième partie du roman qui s'intitule « En cavale », où Pamela passe d'une maison à l'autre dans le sud de la France et cherche à se camoufler finalement et à ne plus à disparaître. C'est ce qu'elle cherche. Une petite lecture. Petite lecture. Alors je vais vous lire un extrait qui se situe dans la première partie, qui s'intitule « Le document partagé ». Donc là, Pamela... elle est à fond dans l'écriture, dans la coécriture virtuelle avec les autres auteurs. Quand on travaille sur un document partagé, on est loin du mythe de l'auteur solitaire qui écrit seul dans son coin. C'est un espace de voyeurisme de l'écriture. Tout le monde peut regarder le texte de l'autre en train de s'écrire. J'admirais secrètement l'écriture de Martha Graham. Je l'avais eue une fois au téléphone, elle avait un fort accent canadien. La couleur de son curseur était bleu océan. Je naviguais avec elle en plein milieu de l'Atlantique. Si son rythme d'écriture était trop tumultueux, je m'accrochais à ma barre de pole dance et je restais là en l'air, les cheveux agités par le souffle de mon ventilateur, le temps que nous traversions la tempête. Du haut de mon mât, je voyais que le calme revenait sur Ocean Skyline. Je me rapprochais alors de mon écran et je lisais avec un accent canadien tout ce qu'elle avait écrit. Bien sûr, certains ne supportaient pas de partager avec les autres en live une écriture qui se cherche. Philippe, par exemple, contestait. « En fait, tu veux regarder littéralement par-dessus mon épaule. Je comprends que ce soit marrant, mais c'est pas ma méthode. D'abord, j'écris seul sur Word, puis uniquement si je suis satisfait, je partage. » Je lui disais « Je comprends ce que tu ressens, mais je ne pense pas que ta méthode soit la plus efficace. Profite d'un regard extérieur en direct sur ce que tu as écrit, bénéficie de plusieurs cerveaux.
Tu verras, ça t'aidera à aller plus loin, plus vite. Il y en avait un en particulier avec lequel ça matchait bien. Il s'appelait Billy Cosmic. J'imaginais que c'était un pseudo et qu'il s'appelait en réalité Amory Blaine. Je le voyais grand et musclé, très masculin, habillé de vêtements de sport qui dégageaient une odeur subtile de transpiration juvénile. J'aurais tout donné pour m'asseoir sur ses genoux et embrasser sa grande bouche à la Mick Jagger pendant qu'il écrivait. Si je voyais qu'il n'y arrivait pas, qu'il était bloqué et que subitement il s'arrêtait d'écrire, je lui prenais la main. Je plaçais le curseur non loin du sien et j'écrivais. J'étais 100% avec lui. Je hurlais des mots, je composais des bouquets, j'écrivais en plein milieu de la phrase Strelitzia, Narcisse, Camélia, Azalée, Calcéolaire, Hortensia, Hyacinthe. Surpris de me voir ainsi débarquer, Billy m'écrivait un peu gêné, mais acceptait mon contact. Salut, ok, je vois où tu veux en venir. Tu crois pas que ça c'est mieux ? Il écrivait un mot, je répondais que oui, c'était bien. Je le trouvais toujours brillant et inventif. Puis je complétais. On se faisait à tour de rôle toutes sortes de propositions de mots jusqu'à ce qu'on aboutisse à la bonne position dans la phrase. C'était d'un putain de romantique. Je m'enivrais du parfum qui embaumait ma chambre. Il n'y avait rien de plus excitant que de voir son écriture venir sur la mienne, mon écriture venir sur la sienne. Nos styles se mélangeaient bien. On savait s'harmoniser. Merci Laura. Faire du lien avec Fernand, là, ça va être un petit peu le grand écart. Je ne me suis pas entraînée, mais on va y arriver. Je parlais de fuite. Alors évidemment, Fernand, là, il est tout au fond, il peut pas fuir et c'est la bonne façon d'affronter. Et en même temps, ça va le libérer. Il y a quelque chose, vous avez parfaitement réussi ça. C'est cette métaphore de l'enfermement qui libère. Exactement. C'est très paradoxal puisqu'il est immobile, donc privé d'une certaine liberté. Il est dans le noir et là aussi c'est paradoxal puisque c'est dans la nuit qu'il va retrouver sa propre lumière. Donc l'immobilité physique, son corps piégé va faire en sorte que même sans qu'il s'en aperçoive au départ ou à sa grande surprise, que son esprit se mette à galoper dans tous les sens. Et finalement, il y a cette fois, il y a cette conscience qui émerge, qui était complètement étouffée lorsqu'il vivait à la surface, parce que c'est quelqu'un qui a vécu en fonction de ses peurs, qui n'a pas assumé ses propres choix, parce qu'il avait peur de décevoir, peur de désobéir. Déjà, etc. il voulait déclencher l'amour d'une mère pas très tendre, on va voilà, dire ça donc comme ça. Il était en attente permanente d'être aimé, et puis même en lui obéissant, finalement, c'était cacahuète, quoi. Il recevait rien du tout. Et là, en fait, il prend conscience soudainement qu'il n'a fait que vivre la vie des autres, et il y a ce réveil qui se fait dans l'obscurité, et cette liberté, cette libération même, on pourrait dire, qui a lieu alors qu'il est complètement enfermé. J'ai dit que c'était un roman minéral, alors qu'il se rêvait végétal, puisqu'en fait, il voulait être jardinier. Il y a aussi cette opposition-là qui est très forte dans le livre. Exactement. Vous parliez tout à l'heure des peurs qu'on voulait créer chez le lecteur. Et de mon côté, il ne s'agissait pas vraiment de créer des peurs, mais de renvoyer peut-être à des choses qui peuvent résonner dans les profondeurs, comme résonnent les grands mythes. Donc j'ai cherché vraiment des motifs très simples dans Berline, de façon à ce que le livre soit le plus universel possible, et des motifs vraiment très simples, mais qui résonnent en chacun de nous, comme l'ombre, la lumière, le haut, le bas, le dehors, le dedans. L'oiseau noir, pareil, je n'ai pas appelé corbeau ou corneille, c'est l'oiseau noir. Voilà, ce sont des images vraiment simples, mais qui peuvent frapper peut-être la conscience et l'inconscient, je ne sais pas. Voilà. Ça me tente. J'essaie juste de trouver le passage. Voilà. La nuit totale, tant qu'on n'a pas trempé dedans, on ne sait pas ce que c'est. On croit savoir, on se trompe. On dit qu'il fait nuit noire, c'est faux.
il y aura toujours un réverbère, la lune, ou un simple ver luisant pour nous faire mentir. Qu'on se cache sous ses draps ou dans une cave, jamais on ne connaîtra l'obscurité complète. Les volets peuvent être clos, la porte fermée, un filet de lumière s'infiltrera toujours par les interstices, réussira toujours à se couler dans le trou de la serrure. On peut aussi espérer convoquer le noir en appuyant fort sur ses yeux, mais on ne fera jamais que créer une nuit illusoire, de phosphènes et de fausses étoiles. La nuit véritable se trouve sous la terre, dans la mine. Noir épais, dense, concentré, plus magnétique qu'un aimant. Eh bien lui, il s'y noie à présent, dans ce noir qu'il ne connaissait pas. Il s'y noie, les yeux grands ouverts, cloués sur le dos, sous la chose, avec cette sensation pourtant d'être suspendu, cosmonaute perdu dans les ténèbres. Je vais revenir à Laura, de l'extrait que vous avez lu. Il y a une extrême sensualité dans le rapport à l'écriture chez Pamela, voire sexualité dans le fait de toyer les textes. Enfin, il y a un moment, elle n'a plus besoin de sexualité dans le réel, mais pour elle, la sexualité passe par ce travail d'écriture et de recouvrement collectif, on va appeler ça comme ça. C'est quelque chose que... C'est un rapport au texte que vous trouvez ça sensuel, le rapport au texte? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de jouissance à découvrir un texte, à l'écrire quand il se révèle à nous. Il y a quelque chose aussi qui nous tient. On est saisi en tant qu'auteur par son texte. Et je pense qu'il y a une part d'érotisme quand le texte se dévoile, quand la narration apparaît, les personnages apparaissent aussi. Là, bon, c'est particulier puisque Pamela coécrit et a donc ce rapport aussi aux autres auteurs. Et je pense qu'elle a beaucoup de... En fait, ce qui l'excite, c'est la cérébralité plus que les corps, finalement. Le rapport érotique, c'est ça, au texte, ça vous parle, Benjamin? Érotique, je sais pas, un peu, en tout cas quelque chose de charnel. C'est vrai que oui, il y a quelque chose qui nous chope, quoi, Alors comment il nous chope, ça dépend sans doute des textes et des écrivains, mais ça peut être érotique, ça peut être agressif ou ça peut être doux, mais oui, il y a quelque chose de charnel en tout cas. Oui. Ça, Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de charnel dans votre roman aussi, Céline. Hein. Le corps de Fernand, il y a une présence, et donc j'imagine que dans l'écriture. Oui, dans l'écriture, oui, oui, on peut parler de jouissance textuelle. Il y a le plaisir, alors je ne sais pas si c'est le cas pour Laura et pour Benjamin, mais il y a aussi le plaisir de lire son texte à haute voix et d'entendre sonner les mots. Oui, la langue, parfois, elle se fait gourmande. Et donc, il y a quelque chose à voir avec le plaisir et on peut aller jusqu'à l'érotisme, effectivement. Quand on est dans des moments de grâce d'écriture comme ça, il y a quelque chose d'un peu orgasmique, ouais, c'est vrai. Et comment on en tient les rênes de cette... Alors, pas de cet orgasme, enfin, allons jusqu'au bout, mais de cette création. À quel moment, vous avez fait un roman très court, Céline, à quel moment on sait qu'il faut s'arrêter et pas aller plus loin? Benjamin, vous, je disais, ultra foisonnant, comment on s'y retrouve dans un truc qui pourrait être un bazar total? Et tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, je vous ai dit à quel point j'avais admiré justement la maîtrise de cette folie. Et c'est pareil, vous, Laura, comment on met un point final à un livre qui est toujours en train de s'écrire sur Internet? Enfin, voilà, donc qui veut démarrer par cette maîtrise de l'acte créatif? Pour ce qui concerne Berline, en fait, c'est assez bizarre, mais j'avais ma première page et j'avais la dernière phrase. Je savais comment allait se terminer le livre, mais même pas la dernière page, mais la dernière... Voilà, évidemment, suspense.
J'avais cette dernière, je l'ai entendue. Alors après, il s'agissait juste de combler entre le début... Juste. Juste, voilà, quelques années hein, pour écrire 100 pages. Mais après, c'est assez étonnant parce que j'ai le même sentiment, parce que j'écris des chansons aussi. Oui, j'ai oublié de le dire, je l'avais dans la... Et en fait... Vous chantez aussi. Et je chante. Quand j'ai fini un texte de chanson, il faut que je sente que le texte tient tout seul. C'est-à-dire qu'il contienne sa propre musique et qu'il sonne sans musique. Donc, je le sais parce que je l'entends et parce que je lis mes mots à voix haute. Je me fais un petit peu à la Flaubert, quoi. Je gueule mes mots. Et j'ai un sentiment d'évidence quand le texte est fini. Et pour Berline, c'était la même chose, mais par passage. Je me disais, ce passage-là, c'est bon, je n'y touche plus parce qu'il sonne. Voilà. Ouais, je m'y retrouve. Moi, c'est exactement la même chose. En plus, je fais aussi de la musique, j'écris aussi des chansons. Et effectivement, il y a quelque chose de très musical, moi, je trouve, dans l'écriture. C'est même essentiellement ça, parce qu'il faut que ça sonne. Et sur la durée, c'est pareil. C'est-à-dire que un musicien, il sait un peu dire quand son morceau se termine, quand son solo s'achève, quand il a trouvé sa note. Et on essaie de faire pareil en écrivant. Moi, c'est vrai que ça jouait beaucoup sur un jaillissement d'idées. Et j'essayais de pas le... J'avais peur qu'il se tarisse au début, et puis il se tarissait jamais. Alors à un moment, j'ai dit, bon, il faut pas faire 800 pages quand même. Donc, faut pas embêter les gens, quoi. Et donc, j'ai essayé de laisser des zones un peu d'ombre malgré toutes ces idées-là. Voilà, j'avais toujours des idées qui venaient, mais à un moment, on sent qu'on prise de se répéter ou que ça suffit. Effectivement, en lisant à haute voix, moi, je trouve aussi ça, c'est un exercice qui aide à trouver à se dire, là, on peut signer, c'est bon. La justesse, en fait. Ouais. Laura. Pour moi, ce roman, je l'ai écrit très vite, en 24 jours. Donc ça n'a pas été des années, mais je l'ai relu évidemment à voix haute, et je me relis à voix haute pour entendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. J'ai même fait lire à mon père à voix haute parce qu'il a une bonne voix. Voilà, c'était pas très sérieux cette lecture d'ailleurs, mais enfin. Est-ce que votre père a plein de bordel dans son jardin ? Ah oui. Ah tiens, c'est comme le père de Pamela, dis donc. Ouais. C'est vrai, hein. C'est dingue. Dingue, comme on se ressemble. Oui. Donc, oui, c'est la justesse que je trouve aussi dans... Et en fait, j'ai su qu'il était fini quand... Je sais pas, j'avais pas de doute quand je l'ai fini. Je l'ai fini très vite, en 24 jours. Voilà. Pas de doute. Et après, il y a un personnage du roman qui s'appelle Bernard Comment. Bernard Comment, sorti du roman, c'est le directeur de la collection Fiction et compagnie. Bernard Comment, lui, est-ce qu'il arrive et puis qui vous dit « Ok, vous êtes charmante, tout ça, votre bouquin il est chouette, je vais l'éditer, mais 24 jours, moi je vais vous demander de travailler encore, quoi. Ça ne va pas s'arrêter à 24 jours » ou est-ce que Bernard Comment, il est là Laura Thinart, votre roman, il est parfait, je le publie comme ça. Comment ça se passe ? C'est parfait, on le publie comme ça. Et voilà, surtout ne touchez à rien. C'est vrai ? Oui. Wow. Vous, vos éditeurs, ils vous ont fait retravailler ou... Oui, moi, il y a eu un travail éditorial et j'en suis ravie, vraiment, parce que j'ai des éditeurs merveilleux. Donc, j'en profite pour faire un petit coucou à Marc Villemain et à Valérie Millet. Il y a des passages de Berline qui ont été enlevés, mais pour le bien du texte. Et puis, avec Marc, on a travaillé aussi, et avec Valérie, à la virgule près. Voilà, justement, pour qu'il y ait ce rythme, pour que ça sonne, etc. Et j'ai vu à quel point ça avait permis au texte d'être sublimé, etc. Donc, c'était vraiment un super travail qui m'a appris, moi aussi, à détecter certains de mes tics d'écriture. Donc voilà, il y a vraiment une bonification du texte. Moi, de mon côté, non, il y a vraiment rien eu du tout.
Enfin, les éditeurs, ils l'ont pris vraiment comme je l'ai envoyé par la poste, enfin par mail. Ils m'ont fait très très peu retravailler. Enfin, oui, non, j'avais un peu la hantise qu'on me dise faudrait consolider tel personnage. Enfin, c'est des choses que j'avais pas envie de revenir là-dedans, et ça tombait bien parce qu'ils étaient d'accord, ils trouvaient que c'était justement que c'était achevé. Après, là, je viens de terminer mon deuxième roman, et c'est le contraire. J'ai eu besoin de leur appui, et ça sert beaucoup. Donc les deux exercices sont pas inintéressants en tout cas. Vu la construction du vôtre, Laura, ça aurait peut-être de toute façon été un peu compliqué de toucher, parce qu'il est toujours en équilibre. Enfin... Oui, c'est sûr que si on commence à toucher le début, il va falloir toucher la fin. Enfin, ça aussi, c'est assez délicat. Après, c'est vrai que si ça avait été un travail juste de réécriture de certaines choses, ça aurait été assez simple, compréhensible, mais la question ne s'est vraiment pas posée. Donc voilà, Bernard était très surpris à quel point j'écrivais vite. Oui, j'avoue que là, vous m'avez vu être bouche bée quand vous avez dit 24 jours. Vous jouez pas mal tous les deux, tous les trois, avec la temporalité. Bon, qui dit mémoire dit forcément temporalité. Fernand, sa mémoire, elle lui revient pas par ordre chronologique. On a des bribes de ci, de là, on remonte dans l'enfance, on apprend des secrets, on repart, etc. Vous, il y a des boucles temporelles, Benjamin, avec des bestioles qui font que si on marche dessus, le temps s'arrête. C'est des petits vers, et quand on marche dessus, en fait, ils s'accrochent dans quelque part le flux, avec leurs crochets, ils s'accrochent dans quelque chose qui ressemble au temps, et on est projeté 4 minutes en arrière à peu près. Donc à chaque fois qu'on marche dessus, ça recommence. Donc effectivement, dans le livre, il y a un passage qui reprend une boucle temporelle liée aux petits vers à temps, les petits croqueurs de temps. Voilà. Oui, et puis la remontée dans le temps, c'est comme chez Céline, elle n'est pas chronologique de toute façon. Non, elle n'est pas chronologique, elle est par flash un peu, disons, par un flux de souvenirs, pour construire un tableau général, mais qui n'est pas chronologique, qui part au fur et à mesure. Vous avez dit le bon mot, construire. Comment, justement, on se dit là, ça va être le bon moment de ce temps-là, de la mémoire. Un autre moment, on va remonter un peu plus haut, un autre moment, on va revenir en avant, et puis pas se répéter. C'est votre texte, vous vous en souvenez, mais quand même. Moi, c'est un peu, ça rejoint ce qu'on disait sur la musique, c'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup au plaisir que j'ai à écrire. Je me dis que si c'est un minimum, et donc je me dis, si je viens d'écrire quand je viens de terminer une séquence assez longue qui se passe, je sais pas, dans un abattoir, pourquoi je pense à ça, il n'y a pas d'abattoir dans le livre, mais pourquoi pas, si je viens d'écrire un truc sur un abattoir, tout à coup j'aurais envie sans doute de passer, je sais pas, une comédie musicale, voilà, envie de passer d'un genre à l'autre, d'une idée à l'autre, en suivant l'inspiration, peut-être un grand mot, en suivant l'envie plutôt. Alors moi, je rejoins ce que dit Benjamin, et moi, je me laisse vraiment porter par les mots. J'ai un exemple concret à donner. Au début du roman, je dis que Fernand, il est complètement en compote. Voilà, il vient d'avoir, il vient de chuter, son corps est en compote. Je suis restée sur le mot compote. Et je l'ai repris tout de suite après, compote. Et là, hop, ça nous emmène dans le passé, au moment où sa mère préparait de la compote, etc. Donc je fonctionne vraiment un peu par irradiation sémantique, comme ça. On passe d'une image à l'autre, et c'est les mots qui me portent, c'est des glissements. Ouais. Et là, ça s'y prêtait bien, puisque, je ne sais pas, mais j'imagine qu'un homme, un être humain comme ça, qui est au bord de la mort dans une situation extrême, il ne va pas dérouler le fil de sa pensée de façon linéaire. C'est quelque chose qui est un petit peu anarchique. Donc, je n'ai pas vraiment intellectualisé la chose, mais je me suis aperçue que c'était les mots qui me menaient un peu par le bout du nez, en fait. Ouais, je fais un peu pareil. Je ne sais pas si tu fais ça, mais moi, je me fais le coup du petit pousset, où parfois, je lance des petites choses sans savoir où ça ira. Et à un moment, 50 pages plus loin, je le revois qui revient, Exactement. Ouais. C'est ce qui se passe aussi dans Berlin, c'est ça. Et j'aime beaucoup parce que, alors, c'est peut-être parce qu'on écrit des chansons, mais de ce fait, les mots reviennent comme des refrains. Il y a des refrains, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai de la compote, mais de la compote de veau, par contre. D'accord.
La temporalité, elle est plutôt... Enfin, il y a moins de jeux sur la temporalité chez vous, Laura. Mais je pense que, vu la complexité du reste, c'était peut-être pas indispensable. Et puis, de toute façon, elle fuit, donc elle avance. Par contre, je trouve qu'il y a vachement de nostalgie. Ah oui. Ouais, avec le sanatorium, enfin avec le Sana, Ouais. il y a un truc de l'ordre de la nostalgie, il me semble. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas ces passages-là. Oui, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de nostalgie par la suite quand le roman a existé, et que je l'ai eu entre les mains et que j'ai relu des passages du Sana, donc le squat dans lequel Pamela vit. Et c'est vrai que moi-même, j'ai versé une larme en relisant ces passages parce que j'ai compris que c'était fini. Ouais, là, il y a un vrai parallèle. Je parlais des brasseries de l'Atlas tout à l'heure. C'est la fin de la période étudiante, du partage, des performances folles. Oui, donc c'est vrai qu'il y a un côté nostalgique, surtout dans un passage du roman où elle commence via une anaphore. On avait ouvert une école d'art, on a ouvert une salle de concert, ici et là, et puis fuck les institutions et tout ça. Et c'est un peu derrière moi, parce que j'ai fait le choix de quitter les brasseries Atlas, mais pour laisser ma place à d'autres personnes qui ont l'énergie aussi. Alors, il nous reste 2 minutes, donc je pense que c'est un peu court pour que je vous passe la parole pour poser des questions, mais ils seront en dédicace juste après, donc si vous voulez leur poser en direct. Je voudrais juste finir avec... j'ai entendu Laura dire qu'elle pense que tout est fiction, que le réel est une fiction. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez... Enfin, une devise que vous pourriez vous approprier? Le réel est une fiction. Ah oui, complètement. Moi, j'ai vraiment parfois le sentiment d'être dans un film. C'est Matrix, quoi. Un petit peu. Donc oui, le réel est une fiction. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, définir la réalité, ce que c'est que la réalité, alors là, il nous faudrait 1 heure de plus, voire 1 mois de plus, peut-être. Mais oui, Des années. Je sais pas dire. Je sais pas dire. Je crois à cette table quand même pas mal. Et bien sûr, on peut la raconter de plusieurs façons. On peut braquer la caméra avec plusieurs angles. Mais je crois qu'elle est là quand même. Alors après, j'ai l'impression que c'est plus nous qui sommes fiction et qui badigeonnons. J'allais dire parce que regardez Laura Tina, Voilà, à ouais. côté, c'est une fiction. J'ai l'impression que c'est nous qui badigeonnons un peu tout ce qu'on voit de fiction. Laura? Bah, moi, là, à l'instant présent, je me sens installée comme sur une chaise longue. Je ne suis pas vraiment là. Oui, tout est fiction. Alors, on peut complètement s'arranger pour faire en sorte que tout soit fiction, et pas subir le réel, en fait, aussi, tout simplement. Peut-être qu'on écrit pour ne pas subir le réel. On va terminer là-dessus. En tout cas, à nous, lecteurs, vous nous permettez de ne pas subir le réel en vous lisant tous les 3. Benjamin Planchon avec Le Domaine des Douves. J'allais dire du murmure, je peux. Laura Tinard, J'ai perdu mon roman, mais nous l'avons retrouvé. Et Céline Rigui, Berline. Un grand merci à tous les 3. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous.